la réalisatrice touche quelque chose de vrai en interrogeant la place aujourd'hui du documentaire et de la fiction pour représenter le génocide en cours. Le prochain film, c'est bien sûr La Voix de Indra Jab. Alors là, on va sortir nos plus grosses pincettes. Le cas critique. Le cas critique, bien sûr. Clément, est-ce que tu as envie de pitcher le film pour ouvrir la discussion ? Bien sûr. Écoute, c'est un film qu'on ne peut pas pitcher sans parler de sa méthode un peu de tournage, si j'ose dire, puisque donc, c'est le nouveau film de Kauter Benania, qui avait notamment réalisé Les Filles d'Olpha et d'autres films avant, et qui était un peu connu pour faire partie des cinéastes qui mettent en place ce qu'on appelle du reenactment, c'est-à-dire l'idée de rejouer avec des acteurs a posteriori des événements traumatiques, parfois avec les gens impliqués. Je crois que c'était le cas dans Les Filles d'Olpha. Et voilà, pour essayer d'en dégager quelque chose. Et donc là, son point de départ est un enregistrement d'un appel à l'aide d'une petite fille, même palestinienne, qui s'appelle Indra Jab, donc, qui a appelé le Croissant Rouge, qui est une organisation de secours, alors que sa famille en voiture a été prise pour cible par l'armée israélienne, et l'appel a duré pendant des heures et des heures, pendant lesquelles les gens du Croissant Rouge essayaient de trouver une ambulance et surtout sécuriser une route validée par l'armée israélienne, puisqu'ils sont obligés de faire comme ça, sinon l'armée détruit les ambulances, pour pouvoir aller porter secours à Indra Jab. Et on sait assez rapidement que, enfin, on sait dans la vraie vie que voilà, la fillette n'a pas été sauvée au final. Et donc Kauter Benania utilise ce matériau là et invente, on va dire, ou plus ou moins une sorte de fiction un petit peu autour. En tout cas, elle décide de filmer ce qui s'est passé du côté du Croissant Rouge, elle donne vie un peu à ce contre-champ de l'appel grâce à des acteurs qu'on voit, donc, que vous voyez là dans la bande-annonce, et qui interagissent ou font semblant d'interagir avec la voix authentique de Indra Jab à travers l'enregistrement. Il y a quelques moments où le film entre guillemets nous dévoile un peu les coulisses, on entend les vraies voix des gens qui ont essayé de porter secours dans l'enregistrement aussi, et le film nous indique assez directement par la référence du nom du fichier d'enregistrement quand est-ce qu'on entend quelque chose qui est 100% véridique, même si on suppose que pour imaginer ce qui s'est passé du côté des sauveteurs, ça doit être plus ou moins basé sur des faits réels, voire des images existantes, puisqu'on voit à un moment dans le film que les sauveteurs eux-mêmes, enfin le Croissant Rouge diffuse sur les réseaux sociaux des vidéos de eux au travail pour essayer de sensibiliser les gens à ce qui se passe et à la difficulté qu'ils ont à agir. Et donc voilà, le film, on pourrait le qualifier un peu d'une sorte de thriller basé sur un matériau authentique, donc, qui est l'enregistrement de Indra Jab, ce qui pose, je dirais, à la fois des questions éthiques et des questions, je sais pas, d'ordre, on va dire, politique, entre guillemets, qui seraient, mais finalement, voilà, on sait qu'en ce moment, il y a un génocide en cours en Palestine. Qu'est-ce qu'on fait de toutes les traces qui nous en parviennent, ces images, ces enregistrements sonores, parce que d'autres enregistrements du type de celui qui sont dans le film sont trouvables en ligne par dizaines, et voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette matière-là, comment est-ce qu'on la donne à voir ou à entendre en l'occurrence, ce qui me semble être une question intéressante et qui s'inscrit dans un questionnement du cinéma contemporain sur voilà, qu'est-ce qu'on fait de la distance entre nous et Gaza. J'ai pas vu le film de Sepideh Farsi. Put your hand on your soul and walk. Merci. Mais qui se posait un peu la même question avec l'idée d'un appel visio entre quelqu'un qui est en France et quelqu'un qui est sur place. Ouais. Et donc voilà, là, Kauter Benania se pose cette question. Que faire que faire de cette distance, tout simplement. Un truc que t'as pas dit aussi, c'est que le film a été fait dans une certaine urgence, et a été fait très rapidement. On voit dans le générique de fin qu'il a été produit par la ponte d'Hollywood, entre guillemets. On voit les noms de Brad Pitt et de plein d'acteurs un peu célèbres qui ont un peu pris la parole sur le sujet du génocide. Et les faits datent de début 2024, je crois. Ouais, c'est possible. Donc, le film était présenté à Venise là en septembre, donc effectivement ça a été fait assez rapidement. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que donc on peut dire que le film a un peu deux volontés. C'est qu'il y a la volonté purement politique de parler du sujet, de voilà, ce que Critica appelait un ciné-tract,
C'est-à-dire vraiment une sorte de message, enfin de film un peu de prévention. De prévention. Pas de prévention. Ouais, non, voilà. On a l'idée. Et de l'autre, n'abandonne tout de même pas les questions de la mise en scène vis-à-vis de ce génocide et ne sacrifie pas, on va dire, les questionnements moraux à une simple revendication politique. Moi, ce qui m'intéresse dans le film, c'est ces questions de mise en scène qu'il se pose, parce que, évidemment, on va pas forcément parler trop du fond politique ici, on va surtout s'intéresser à la mise en scène. Je sais qu'il y a des gens, on a pu entendre certaines personnes dire que mais c'est une vraie petite fille dont on parle, donc on peut pas parler de mise en scène, il faut juste parler de la lutte en question, etc. C'est pas notre avis ici, on pense au contraire que, vu l'importance du sujet, il est d'autant plus important de faire des films à la hauteur. Mais surtout, Kauter Benania, elle s'est posé des questions de stricte mise en scène, quoi. Donc c'est ça, en plus c'est regarder sur le terrain du film, exactement. Et j'aimerais commencer en parlant un petit peu, bon on l'avait déjà invoqué en parlant de Oui de Nadav Lapid plus tôt cette année, mais... Tu parles de Elias Erodi, tu vas l'invoquer. Elias. Et non, c'est de Godard dont je veux parler. Encore une fois, un fameux extrait de Notre musique, où Godard évoque que la Palestine appartient au documentaire et Israël à la fiction. Et que de cette façon-là, il y aurait une sorte d'opposition presque cinématographique de l'ordre du champ contre champ entre celui qu'on décide de mettre en scène et celui qu'on relègue à une réalité dont on décide de ne pas parler. Et comme tu l'as dit, les questions de la fiction et du documentaire, elles sont au sein de l'enjeu de ce film-ci. Et je pense que la réalisatrice touche quelque chose de vrai en interrogeant la place aujourd'hui du documentaire et de la fiction pour représenter le génocide en cours. Dans la mesure où c'est le premier génocide qui nous est retransmis en direct avec des images aussi véridiques tournées par les gens eux-mêmes. Enfin, par exemple, on a souvenir de la guerre du Vietnam qui avait beaucoup secoué les États-Unis au moment où, pour la première fois, une guerre était retransmise en direct à la télé, sauf que c'était quand même des images tournées pour la majorité par les soldats, par les militaires, et pour faire un peu outil de propagande. Exactement. Et ici, on a accès donc pour la première fois à des images tournées sur place parce que la démocratisation du téléphone, d'Internet nous permet cet accès-ci. Mais pour autant, on constate que la réalité est souvent remise en question, est souvent réinterrogée, est souvent manipulée. On a vu le gouvernement israélien beaucoup mentir ou en tout cas essayer de dénigrer ces images-là. Et on constate aujourd'hui que malgré cet accès documentaire aux images de Gaza, pas grand-chose n'a lieu. Donc j'ai tendance à penser, à m'interroger sur la qualité aujourd'hui du documentaire pour faire acte de tract, de sensibilisation. Et même les Gazaouis eux-mêmes en sont conscients. Enfin, je pense que je suis pas le seul à être tombé sur Instagram ou sur Internet sur des vidéos réalisées par les Gazaouis eux-mêmes pour soit ouvrir des collectes de fonds, soit sensibiliser les gens. Eux-mêmes se mettent en scène de façon à pouvoir toucher un public international. Je pense par exemple à ces vidéos un peu horribles horribles à regarder, qui s'ouvrent avec des mèmes ou des choses pour un peu choper notre attention et qui switch à des images documentaires pures d'une violence assez inouïe. Donc potentiellement, aujourd'hui, le documentaire ne serait plus suffisant pour faire réagir des consciences. En fait, le gouvernement israélien a tellement travaillé à la déshumanisation du peuple palestinien que le documentaire lui-même ne peut plus les réhumaniser. Et pour réussir à les humaniser de nouveau, ce que se dit la réalisatrice, c'est qu'il va falloir fictionnaliser le tout. Et en plus, donc, montrer à la fois des extraits documentaires d'une petite fille gazaoui, mais si je ne me trompe pas, le Croissant Rouge a pour lieu de travail la Cisjordanie, donc aussi, c'est aussi des Palestiniens qu'on voit être remis en scène, quoi. C'est les deux parties mises en jeu. Et donc, dans ce film-ci, l'enjeu politique de refictionnaliser les événements documentaires, moi j'ai l'impression que ça fonctionne politiquement, que potentiellement, en plus les acteurs sont palestiniens, tout à fait raison, la réalisatrice a tenu à ce que les acteurs justement soient proches de ce qu'on cherchait pour des raisons aussi de pas être un peu immoral de prendre des acteurs américains, ça aurait été un peu dégueulasse. Bref, pardon, où j'en étais. Oui, sur
C'est efficace politiquement. C'est efficace politiquement de refictionnaliser les choses par derrière. Et je me dis devant le film que potentiellement des gens un peu matrixés par la propagande israélienne peuvent avoir un petit déclic. Par exemple, je me dis, mais je me pose la question, peut-être que j'ai tort, les gens qui... faire renouveler l'annulation. Les gens qui ont signé une pétition, une tribune, les deux. Je pense notamment à Charlotte Gainsbourg, qui est quelqu'un du cinéma, qui est quelqu'un dont je reconnais le talent et dont je vois qu'elle a quand même une conscience cinématographique forte. Je me dis peut-être qu'elle peut être un peu sensibilisée par le film d'aujourd'hui et que, en pensant à Ain Rajab, peut-être qu'elle aurait quand même tendance à accepter davantage la reconnaissance d'un État palestinien, quoi. Réviser son jugement parce que ce film-là, potentiellement. Moi, le film, il m'a bien embêté. Je pense que effectivement, les questions de savoir comment se saisir de ce matériel et est-ce que le documentaire suffit, elle les pose très clairement, notamment au moment où il y a ce truc de poster sur les réseaux sociaux en direct, puisqu'ils sont dans une impasse et qu'ils se disent faut en faire un truc médiatique. Et qu'il y a, je sais plus lequel, je crois que c'est le Omar, là, le personnage principal un peu du Croissant Rouge, qui dit mais sur les réseaux sociaux, il y en a tous les jours des vidéos d'enfants qui sont en train de mourir et les gens ils scrollent, quoi. Donc effectivement, je pense qu'elle se pose cette question-là de comment on peut faire évoluer ça, jusqu'où on peut aller, etc. Et en même temps, je trouve qu'elle est un peu dans un entre-deux. Avec du coup ce matériel documentaire qui est la voix qui effectivement moi j'entends cette voix mais je pense que je l'aurais entendue en dehors du film. Je suis absolument terrassée, quoi. C'est hyper éprouvant à écouter, mais avec cette fictionnalisation et cette recherche de mise en scène où elle revient quand même souvent à son dispositif, elle rappelle souvent ce qu'elle est en train de faire. Avec Clément en parlait, le truc de parfois mettre aussi la vraie voix des personnes du Croissant Rouge et la faire un peu doubler par celle des acteurs pour revenir dans la fiction, donc essayer de faire un peu des ponts. Moi j'ai un peu l'impression que je sais pas, qu'elle nous prend un peu pour des idiots, ou franchement je sais pas, qu'elle ramène tout le temps ce truc en mode rappelez-vous, c'est des vraies voix, mais quand même pour nous ramener vers la fiction. À la fin il y a désolé du spoil si on peut appeler ça comme ça, mais il y a ce plan où on voit donc le téléphone portable en train de filmer les personnes du Croissant Rouge qui sont en train d'essayer d'agir, et en fait c'est les acteurs derrière, mais sur le téléphone portable c'est la vraie vidéo des vraies personnes, et moi c'est un peu ma limite morale avec le film, parce que je trouve qu'à ce moment-là j'arrive plus à comprendre justement cette démarche de fictionnalisation. Je me dis est-ce que finalement oui, un documentaire ça aurait pas pu être plus pertinent. Il y en a des documentaires très très bien qui sont sortis et très impactants, je pense à Northernland ou des trucs comme ça sur le génocide en Palestine. Après si je me trompe pas, Northernland c'est daté d'avant le 7 octobre. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Que ça parle de que le film est sorti après, mais oui. qu'en fait ça parlait de la situation. Oui. Non, après, bon voilà, il y en a peut-être d'autres aussi en post 7 octobre, mais et puis j'ai aussi vu des films de fiction. Alors il y en a un, je me souviens plus comment il s'appelle, mais j'ai vu un film de fiction palestinien qui parlait de ça aussi au festival de La Rochelle, où il y avait une sélection de cinéma palestinien. Et là, le fait d'être entre les deux et de vouloir constamment marteler le truc, j'arrive pas, enfin moi ça me gêne en fait, il y a ce côté un peu instrumentalisation, on n'arrive pas à savoir si c'est à des fins vraiment purement politiques ou aussi qu'est-ce qu'elle recherche en termes de cinéma dedans, et justement ce que tu disais, des gens qui disent non on peut pas parler de cinéma, on parle d'une vraie petite fille, etc. Elle a choisi de parler de cinéma, enfin de faire ça par le biais du cinéma, donc on est obligé d'en parler, et je sais pas, ça met dans une position très très inconfortable. Alors moi j'étais hyper mal à l'aise devant le film, c'est un film où je peux pas dire j'ai aimé, j'ai pas aimé, enfin après ça pose des questions, mais et je pense que c'est important de les poser, parce qu'aujourd'hui on est dans une ère où même en termes de militantisme, en dehors du cinéma, on se pose beaucoup la question de
Est-ce qu'il y a un bon militantisme? Est-ce que aller en manif, c'est suffisant? Est-ce que poster sur les réseaux sociaux, ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il vaut mieux être dans un truc un peu performatif? Parce que là, moi, je considère que son film, il est un peu performatif, mais qui, du coup, fait parler que dans un truc... que dans rien du tout, en fait. Est-ce que c'est... Peut-être que oui, mais voilà, est-ce qu'il y répond totalement à ces questions-là? Je sais pas. Bah, moi, je dirais un peu deux trucs qui complètent ce que tu dis, Pauline, et qui reviennent un peu à ce que tu proposais, Loïc, comme question, entre guillemets, sur la frontière. Comment dire, doit-on en passer par la fiction, pour le dire comme ça? Déjà, je dirais, quelle fiction? Parce que tu as dit que peut-être par la fiction, il y avait un moyen de faire éclore le programme politique, en gros, du film. Et là, moi, je suis pas tout à fait sûr, au sens où moi, je trouve que ce que le film retient de Inrajab, c'est l'émotion, le drame humain. Je trouve pas vraiment que la fiction du film, qui est une fiction très vraiment codifiée comme un thriller, avec une caméra tremblante, des acteurs très nerveux, que des gros plans sur très les visages, expansifs, on voit beaucoup leurs expressions, beaucoup de gros plans, etc. Moi, j'ai l'impression, je trouve pas du tout que ce soit une fiction qui va vers le sens de révéler la portée politique de l'enregistrement, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que vraiment ce qui l'intéresse là-dedans, c'est en décupler l'émotion, et ça peut être l'émotion et la politique, c'est pas deux choses différentes. Je veux dire, ça, le sentiment que le film nous inspire peut permettre un éveil politique, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce qu'elle travaille dans la matière, c'est cette capacité à générer de l'émotion, à générer de la tension. Et donc je trouve pas tellement que ce soit un film politique en ce sens-là. Mais bref, voilà. Et pour reprendre un peu ce que tu disais, ce que tu citais de Godard, en fait justement j'ai l'impression que ce que dit Godard, c'est que les gens qui fabriquent de la fiction pour travestir la réalité, c'est plutôt le côté israélien, et que la réalité et par extension sa captation documentaire serait du côté palestinien, et du coup que Godard dirait plutôt utilisons le documentaire pour opposer la réalité à la fiction, tu vois ce que je veux dire? Alors que là, et d'ailleurs c'est intéressant, notamment avec le plan que tu as décrit avec le smartphone, où il y a les vraies vidéos au premier plan, c'est que en fait j'ai l'impression que finalement le film, plus que de la voix de Inrajab, est un peu adapté de ces vidéos que le Croissant Rouge a posté sur les réseaux sociaux, mais qui sont déjà des vidéos qui sont mises en scène pour essayer de provoquer une réponse émotionnelle de la part du public. Même si, comment dire, on peut tout à fait leur accorder que la fin justifie les moyens dans ce cas-là, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'en fait, ce que fait le film, c'est de rajouter une couche de fiction très épaisse par-dessus une démarche qui repose déjà sur une mise en scène en fait du réel, quoi. Et que finalement, au sortir du film, je me sens plus éloigné de l'enregistrement que je l'étais a priori, quoi. En tout cas, j'ai pas l'impression que j'ai l'impression que le film détourne un peu mon attention de ce point de départ, plutôt que de construire une forme qui permette, d'y accéder ou d'en décupler un peu l'impact. Ouais. Juste par rapport à ce que tu disais sur Godard, j'ai l'impression, ce que je voulais dire, c'est, je pense que tu as en effet raison sur le potentiel travestissement de presque d'israéliser la Palestine, en passant par de la fictionnalisation du documentaire. Mais ce que j'ai l'impression de constater aujourd'hui, c'est la défaite pure et simple du documentaire, et donc à cette aune-là, comment essayer de refaire gagner ce peuple qui est en train de se faire génocider, potentiellement en jouant le jeu de son ennemi et en essayant de lui repermettre d'exister dans la fiction, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment un échec du documentaire, au sens où du document Voilà, ça, parce que j'ai l'impression que en fait, le problème, c'est aussi que ce qu'on capte, nous, de Gaza, déjà est filtré par les discours médiatiques, et ou alors est obligé de se plier au code, par exemple, des réseaux sociaux, etc. Et donc, finalement, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, en tout cas ça aurait pu être une piste intéressante, mais un autre film, mais justement aller plus radicalement du côté du documentaire, tu vois, au sens essayer de débarrasser, accéder à presque un truc de proximité, de dire on se rapproche, on enlève un peu les couches de l'oignon fictionnel. Je vais lire le message de Mathieu. Je n'ai pas vu le film, mais ce que vous en dites et la controverse qu'il accueille rappelle combien tout un pan de l'histoire du cinéma s'écrit autour du problème de non-représentation d'un événement historique monumental tel que le génocide, celui des Juifs pendant la Shoah, celui des Palestiniens aujourd'hui.
Le problème que pose éventuellement le film est un problème qui traverse tout le cinéma moderne. Mais en effet, la grande différence et le grand écart entre la question de la Shoah et la question du génocide en Palestine, c'est que le propre de la Shoah n'a jamais été filmé, photographié, en tout cas mis en image. Et donc que c'est toujours posé la question de la mise en scène de quelque chose qui ne devrait pas être remis en scène. Un peu un trou noir. Exactement, c'est ça. Et c'est pour ça que beaucoup de gens considèrent que Nuit et brouillard d'Alain Resnais est un peu l'ultime film valable sur la Shoah, parce qu'il ne fait que filmer de façon documentaire les vestiges des bâtiments qui ont servi au génocide, avec un travail de voix off et de son. On pense aussi à Shoah de Claude Lanzmann, qui avait décidé de la même façon d'écouter les paroles des gens qui avaient vécu cette période-là, mais sans remettre en scène ou uniquement potentiellement en revisitant des endroits en live. Là, la question palestinienne, elle est différente parce qu'on a accès à ces images-là. Donc, comme tu l'as dit, Clément, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Ouais, qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, là où, disons, je trouve que il y a, à mon avis, quelques moments où le film fait des choses que je qualifiais de maladroites, pour pas te dire douteuses, parce que, encore une fois, je comprends qu'en tant que cinéaste, elle se pose la question de dire mais qu'est-ce qu'on fait de ces choses-là, et qu'elle tente un film pour les mettre en scène me semble courageux aussi d'une certaine manière. Après, je trouve que ce qu'elle fait, elle, en tant que cinéaste, à partir de là, est plus discutable. Mais déjà, encore une fois, je reviens à ce truc de quelle fiction, c'est que... mais j'ai l'impression que le film essaie en permanence de m'émouvoir, mais plutôt à travers les personnages qui me montrent que celle qui est absente, qui serait Indra. Et du coup, je sais pas, il y a une espèce de... j'ai l'impression qu'il... Comment dire ? Même si les gens du Croissant Rouge ont vraiment existé, et on pourrait se dire, le film porte l'attention sur eux, mais en fait là, ce qu'on voit, parce que le film affiche aussi son artificialité, comme t'as dit, Pauline, c'est moins des personnages que des acteurs en train de refaire. Et du coup, il y a quand même des moments dans le film où on les voit écouter l'enregistrement, un peu comme pour s'en imprégner, quoi, avant de rejouer la scène, voilà, comme s'ils se replongeaient dans ce truc pour se mettre en condition. Et du coup, il y a un truc un peu bizarre, je trouve, où ce avec quoi le film essaie le plus de nous émouvoir, c'est les émotions des acteurs qui sont par essence, je vais pas dire feintes, d'autant plus si c'est des acteurs palestiniens, on se doute qu'il y a une vraie corde sensible, que c'est proche d'eux, mais c'est des émotions qui sont jouées en tout cas. Voilà. Mais en fait, là où je mettrais la nuance, c'est que j'ai pas la sensation qu'on est censé s'émouvoir d'eux, mais de s'émouvoir avec eux. En fait, on a ce même objet que eux écoutent, c'est-à-dire la voix de Indra Rajab, et que l'idée c'est de partager en fait la situation qu'expérimentent ces sauveteurs, ou en tout cas ces membres du Croissant Rouge, d'être pas inactif, mais d'être impuissant, merci, face à la réalité à laquelle on a accès à travers des moniteurs, des écrans, etc. Et j'ai la sensation que la réalisatrice redouble cet effet d'un enjeu de mise en scène que je trouve particulièrement bien trouvé, qui est cette omniprésence des vitres dans l'espace, qui semble en plus ne pas être celui de l'événement réel quand on voit la petite séquence au téléphone dont tu as parlé tout à l'heure. Et en fait, cette sorte de pièce centrale qui sera d'abord le bureau entre guillemets du chef de la station, et ensuite qui va être progressivement rempli par tous les membres de l'équipe. On voit très bien que il est censé un peu servir d'écran généralisé pour servir presque d'interface à toutes les autres images auxquelles on a accès, c'est-à-dire les images satellites de la carte de l'endroit où ça a lieu, le petit trajet de la voiture qui est potentiellement indiqué, sur un autre côté le trajet qu'on est censé faire d'appel pour avoir les autorisations avec l'armée israélienne, et qu'en fait le film aussi incarne cette distance que nous on a à la fois en tant que spectateur du génocide et spectateur du film, d'être totalement impuissant face à des couches et des couches en fait d'espaces intermédiaires qui sont créés précisément pour nous empêcher d'être actifs, quoi. C'est ce qui va se passer à la fin du film, c'est que même au moment où on a réussi à passer toutes ces couches-là et à faire avancer le véhicule comme il faut, ça ne suffit pas. En fait, l'idée, c'était pas réellement de créer un programme entre guillemets juste, c'était vraiment de créer des murs pour empêcher physiquement les gens de le faire. Et si
l'ambulance arrive à traverser tous ces murs-là, on va quand même la battre. Moi, je suis un peu d'accord avec la personne qui dit que les passages de fiction sont quand même moins forts que les passages sonores réels. Là où je suis d'accord avec toi sur le côté s'émouvoir avec eux, et en même temps, il y a un biais qui est que nous, on connaît la fin de l'histoire, et alors que là, dans le récit fictionnalisé, il monte quand même le truc avec un climax où il y a presque un plot twist, quoi, en fait. Il y a du suspense, c'est presque une sorte un peu d'ironie dramatique de l'autre côté. Ça. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé assez étrange. Après, pour rejoindre ce que tu as dit tout à l'heure sur Charlotte Gainsbourg, mais pour extrapoler un peu à d'autres personnes qu'elle, c'est vrai que j'ai un peu la vision sur le fait que peut-être que des personnes qui sont pas hypersensibles ou alors regardent que BFM TV ou voilà, voir un tel film et justement partir d'une histoire et de les émouvoir juste via cette histoire pourrait se dire ah ouais ok en fait il se passe des trucs comme ça, peut-être que ça vaut le coup de diffracter un peu les points de vue. Mais encore faudrait-il que ces personnes-là voient le film. Et là où il y a encore un biais de plus, c'est que certes, ça aura beau être un objet politique, je pense que malheureusement, les gens qui vont voir ce genre de film, c'est des gens qui sont déjà plutôt convaincus de la situation et de l'horreur de la situation. Donc, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, je précise, je défends le film depuis tout à l'heure, mais je vous rejoins à 100% sur le fait que... les aspects fictionnels en dehors de l'appel sont pour moi vraiment, vraiment infiniment moins forts. Je pense à, en plus, tous ces événements qui semblent venir tout droit d'un scénario, c'est-à-dire le conflit créé entre Omar et son chef, l'idée de « ah, je refuse que tu fumes à l'intérieur, à la fin, donne-moi une clope », le moment où ils s'enferment dans les toilettes pour jouer sur leur téléphone, enfin tout ça semble... Mais limite, à un moment, je m'attendais à ce qu'il y ait une love story entre les deux opérateurs d'appel, quoi. Donc, Mais d'ailleurs, c'est aussi là où je trouve que le film détourne un peu notre attention, c'est que en fait elle crée des espèces de balises scénaristiques pour tous ces personnages comme si c'était une fiction un peu traditionnelle quoi, en mode il faut qu'ils aient un peu un conflit à résoudre qui sera résolu par la fin du film. Elle insiste sur les scènes un peu de crise de nerfs entre eux et tout, et du coup je trouve que ça devient plus eux le sujet, mais qui est pas un mauvais sujet en soi, mais qui, du coup ça devient, l'idée d'une espèce de décentrement alors qu'elle a l'enregistrement juste à côté devient je trouve assez perturbante quoi. D'ailleurs ça devait être pardon après peut-être il y a plein de commentaires, mais ça devait être hyper horrible pour les acteurs de jouer avec la voix, moi je me demande en termes de préparation psychologique pour les acteurs, parce que nous on entend ça une fois déjà, on n'est pas bien, mais eux j'imagine qu'ils ont dû réécouter ces audios, pouvoir se caler leur débit de parole dessus, etc. Franchement c'est un peu glauque aussi quoi. Elos nous dit que c'est un film d'impuissance, celle que subit le Croissant Rouge devant cette précaution d'intervention, celle qu'ils ont à médiatiser un récit horrible, celle du spectateur qui connaît la fin avant le début et celle de la Palestine plus généralement. Et Mathieu juste avant nous disait que la situation de l'écoute impuissante est assez récurrente en ce moment, et c'est vrai, et je redouble ça avec je pense à House of Dynamite ou d'autres films où en fait presque le constat de ces films-là, c'est aujourd'hui on a un monde qui est surconnecté, où il y a tellement de connexions partout, mais pour autant en fait on n'a jamais été aussi éloigné de la réalité des faits, presque par cette infinité de réseaux de communication et de systèmes qui nous éloignent progressivement en fait d'un simple appel ou d'une simple interaction. Et Ça a l'air super le Gianfranco Rosi là, je sais pas, moi je l'ai pas vu mais... Je suis assez d'accord avec ce que dit Benoît Rouilly sur YouTube qui dit je trouve intéressant de faire dialoguer documentaire et fiction dans un même film, sauf qu'ici l'histoire réelle est très délicate à utiliser comme un simple ressort dramatique. Et c'est vrai que ce que tu as dit tout à l'heure un peu avec ces retours où elle nous rappelle un peu régulièrement, en fait je trouve que c'est un peu... Enfin, déjà je trouve ça un peu contre-productif parce que elle a quand même envie de bâtir une fiction. Et en fait, ce truc-là vient régulièrement invalider la fiction qu'on vient de voir comme étant de fait plus artificielle. Et en même temps, je dis pas que c'est ce qu'elle veut faire, mais presque ça vient légitimer de dire si vous n'étiez pas ému par la fiction que vous avez vue, rappelez-vous que c'est quand même la vraie vie. Donc il y a une espèce de... Effectivement, comme si c'était un ressort dramatique sur lequel elle s'appuyait, ce qui donne des trucs assez un peu douteux, comme par ailleurs... la toute fin du film, je sais pas si on en parle un peu. On peut tout à fait. Donc on va dire que après le segment principal du film qui doit durer 19-20e, on a une petite conclusion avec des images purement documentaires. Une fois que, entre guillemets, une Rajab est définitivement morte, on a des images de sa mère,
avec son frère, j'imagine, qui parle un peu face caméra. Et on a des images, des fouilles de la voiture dans laquelle était cachée Indra Jab, dont la réalisatrice a quand même eu la moralité de flouter les cadavres et les restes, mais on devine sous le flou les os, les cadavres. Et c'est presque un peu dans ces images que, à mes yeux, se figure la chose la plus immonde du film, qui est là tout d'un coup une sorte de presque de porno émotif, quoi. Enfin, vraiment, je pense par exemple, moi, ce qui m'a le plus énervé, ça doit être le plan sur la mère et son frère à côté sur un petit canapé, qui use d'un zoom avant. Parce qu'on on va chercher comme ça les larmes de la mère en zoomant sur son visage. Ouais, c'est presque on oublie ces gens-là et on s'en sert de façon purement démonstrative. Je suis assez d'accord, et finalement c'est pas du tout ce qui est enfin honnêtement je suis un public très facile à émouvoir, et le film me questionne énormément et j'ai été très gênée, mais j'ai beaucoup pleuré devant. Mais alors par contre la fin, ça m'a pas du tout, ça m'a complètement un peu séché. C'est moins immoral de laisser le refoutage. Je suis un peu d'accord en fait. Je suis un peu d'accord. Ça aurait été plus moral de laisser vraiment les cadavres et tout. C'est vrai que dans une certaine mesure, on peut dire que c'est aussi les images auxquelles on a accès sur Internet directement. Enfin, ces images-là qu'on voit, c'est... Mais ça aurait pu être d'ailleurs très intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire t'as 1h30 de fiction et ensuite à la fin on te remontre des images que t'avais peut-être déjà vues, mais du coup tu les vois de manière différente. Là ça aurait pu être un truc intéressant, mais le film fait pas tout à fait ça, quoi. Oui, c'est vrai qu'en plus ça aurait été un peu dans la même logique que le plan au téléphone, c'est-à-dire refigurer le lien entre le réel et la fiction à travers des systèmes comme ça. Mais c'est marrant que ce plan-là t'énerve particulièrement, parce que moi moi c'est ce que tu disais, c'est le zoom. Ah, le téléphone. Téléphone ah oui, non, moi ça m'a énervé à ce moment-là, parce qu'on sait, nous, en ayant l'histoire, que ça arrive au moment où en fait, ils vont comprendre qu'ils vont pas la sauver, quoi. Et du coup se dire ce moment-là c'est un peu vraiment le moment de l'émotion ultime, et du coup celui-là par contre on peut pas le faire rejouer, hein. Donc on remet les vraies personnes. Je me suis dit en fait j'ai l'impression qu'elle assume pas totalement son dispositif de fiction, ou alors que c'est comme disait Clément tout à l'heure, que quand il faut émouvoir plus avec le réel, et elle utilise plus le réel, et quand il n'y a pas assez d'éléments réels pour émouvoir, elle les recrée par la fiction, et du coup moi ce truc de téléphone, j'ai pas trop aimé. Alors que moi je pense que ça doit être l'idée plastique qui me plaît le plus dans le film, étonnamment, parce que j'ai pas la sensation qu'elle s'en sert pour émouvoir le spectateur, mais comme une nouvelle interface supplémentaire pour... je me suis posé la question. Mais après, peut-être qu'elle fait les deux, en fait. Ce serait logique. Mais c'est un peu la question, c'est-à-dire, est-ce que le film a envie d'être une espèce de film expérimental sur l'idée du rejeu, mais auquel cas, est-ce que c'est vraiment la matière avec laquelle le faire Mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu la question centrale de ce qui est en train de se passer médiatiquement autour de la question de la Palestine, quoi. C'est qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas. Quand on en parle dans les médias, qu'est-ce qu'on en dit, comment on la figure, etc. On a beaucoup vu ça, notamment, je reviens un peu à la question fiction documentaire, que en général, quand les personnes sont fictionnalisées, ou en tout cas mises en scène à la télévision, c'est des profils israéliens. On pense notamment à des moments où on raconte, on leur donne leur nom, leur famille, leur métier, leur trajectoire de vie, etc. Mais ils sont morts avant de pouvoir le faire, etc. Alors que les Palestiniens sont toujours rejetés comme des sortes de... Oui, c'est un peu des chiffres. C'est ça, c'est soit des chiffres, soit des bouts soit des bâtiments, enfin des trucs vraiment très déshumanisés. Le défaut du film, c'est sa liste de producteurs, une grosse machine hollywoodienne en fin de compte. C'est une bonne question. À quel point est-ce que le projet a été touché par ses producteurs? Je sais pas, mais je pense, vu ce que la cinéaste a pu faire avant comme film, j'ai l'impression que c'est plutôt quand même dans son jus et son style. On ne va pas sentir la fiction qui t'a pas prendre de vrais comédiens.
Oui, en vrai, limite, la question aurait pu se poser de dire, j'aurais coupé aussi, de se dire, on le fait rejouer, mais par des comédiens plutôt amateurs ou un truc un peu plus brut, quoi. Alors que là, c'est des séquences de performance, quoi. Hein. Après, là, j'ai la sensation que, en effet, c'est ce qu'on demande aux comédiens de faire, mais c'est des acteurs pas connus. Oui. C'est des gens potentiellement aussi très proches de ces sensibilités-là. Mais c'est sûr que il y a une surfictionnalisation, même en fait de la création de tensions entre les membres du groupe qui peuvent aussi sembler soit être un déplacement de l'objet réel intéressant dans le film, mais qui peut aussi être vu comme un redoublement des enjeux réels de la création de conflits, que la propagande israélienne crée aussi des micro-bulles de conflit dans lesquelles il est en plus difficile de s'exprimer, quoi. Mais c'est là où je me dis, tu vois, c'est une bonne question. Je me dis que le film a sûrement fait un mauvais choix quelque part parce que je vois que des mauvaises réponses en fait. C'est-à-dire, si le film fait une fiction dont on oublierait presque que c'est de la fiction et on y croit pour de vrai, c'est un peu horrible parce que ça remplace la réalité et du coup, il y a une espèce de truc mensonger. Et en même temps, là, le fait que le film le fasse, mais en révélant un peu son artificialité. Du coup, à la fois, ça devient un peu contre-productif et on peut le voir comme une espèce de chantage à l'émotion. Et c'est là où je me dis que, je sais pas, c'est un peu ce qu'on disait au début. C'est-à-dire, le film se pose des bonnes questions, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème avec la voix empruntée pour répondre, quoi. Est-ce que vous avez une idée de comment faire il aurait été plus sage de le faire, quoi. Est-ce que potentiellement filmer aussi les potentiels divers... mettre en scène les autres endroits des appels, c'est-à-dire potentiellement les ambulanciers, potentiellement ce truc-là aurait pu être intéressant d'avoir. Déjà, moi je pense que ça m'aurait pas dérangé de voir une fiction sur le Croissant Rouge. C'est-à-dire, voilà, qui parle de maintenant, mais où tout est fabriqué. Finalement, ça m'aurait paru, je sais pas comment dire, pas plus honnête, mais là, finalement, moins grave, entre guillemets, de dire, voilà, si c'est ça que j'ai envie de vous montrer, je vous le montre et les différentes impasses. J'utilise pas parce que c'est vrai que c'est pas inintéressant, cette idée un peu de la boucle hiérarchique, etc. Le film essaie de nous expliquer un petit peu comment ça tourne en rond administrativement pour empêcher les secours, etc. Tout ça, c'est pas un mauvais sujet, je pense. C'est un bon maillon de la chaîne à interroger, quoi, à partir du Croissant Rouge et tout. Mais du coup, le faire depuis cet endroit du témoignage réel, je trouve que ça devient un peu bizarre. En même temps, ça aurait été un peu dégueulasse alors que c'est en train d'avoir lieu en ce moment même, de le fictionnaliser, quoi. Moi, je pense pas. Peut-être à retardement, pourquoi pas. Comme je pense que réaliser la liste de Schindler en 42, c'est un peu affreux, tu vois. Je sais pas, parce que si ton sujet c'est le Croissant Rouge, tu vois, moi ça me dérange pas que t'en fasses une fiction, je sais pas.